Bonjour à tous, j'aurais adoré être parmi vous aujourd'hui et discuter avec vous et soutenir physiquement ce magnifique projet d'Edouard Brenne. Malheureusement, après 2 ans, le Covid m'a rattrapé. Toute coïncidence avec le fait que le port du masque ne soit plus obligatoire en France n'est pas fortuite. Voilà, donc avec un taux d'incidence à 700 et la décision irrationnelle de ne plus porter le masque, me voilà contrainte de rester en isolement. Et je le regrette. Je vais donc piocher dans mon parcours, dans mes expériences, pour partager avec vous quelques convictions et quelques faits sur la responsabilité sociétale des entreprises, puisque c'est notre sujet. Je vais aborder 2 sujets à l'intérieur de la RSE, l'environnement et les handicaps, les situations de handicap. Concernant l'environnement, je l'ai touché du doigt très concrètement en étant responsable développement durable d'un bailleur social, en travaillant au ministère de l'Environnement et en travaillant au groupe La Poste. Le groupe La Poste, en effet, est neutre en carbone dans toutes ses activités depuis 2012. Ce qui est assez exceptionnel pour un logisticien, ce qui ne se sait pas non plus. Beaucoup d'entreprises annoncent aujourd'hui des objectifs de neutralité carbone à dans 5 ans, dans 10 ans. Pour le groupe La Poste, c'est dans le passé, c'est à 2012. C'est porté, sans surprise, par des convictions précoces de dirigeants éclairés du groupe. Et c'est porté aussi par la culture de l'entreprise, qui est une culture déjà très sociale et l'environnement a été adopté comme une extension de cette responsabilité sociale à la responsabilité sociétale très facilement par les 250 000 postiers qui font le groupe. Il y a un vrai engouement sur ce sujet et d'être pionnier, c'est un vrai challenge pour toutes ces équipes, puisque ça veut dire que on doit nous-mêmes définir les prochains objectifs et les prochains défis. Et on doit être pionnier dans la définition des prochains objectifs et des prochains défis. Ce qui demande beaucoup plus d'imagination et d'intuition et de courage des dirigeants que d'être suiveurs des objectifs. Concernant l'environnement, toujours, je voudrais partager une conviction assez pragmatique, qui est que non seulement il faut continuer à faire la pédagogie des faits scientifiques, que ce soit sur le changement climatique, sur les ruptures dans la biodiversité, et tout ça concerne au premier chef l'océan et les littoraux. Donc il faut continuer à être très pédagogique sur ce discours scientifique, mais je pense qu'il faut aussi avoir une traduction, une vulgarisation très honnête de ces faits scientifiques, et en particulier de rajouter dans le discours politique le fait que très clairement on ne peut plus éviter le changement climatique, il est déjà là, il est déjà en route et ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut faire demi-tour très facilement. Il faut quand même chercher un nouveau modèle de développement parce que il faut continuer à essayer de ne pas trop en rajouter, mais de toute façon, on est déjà en train d'en rajouter par rapport à un changement climatique déjà présent. Ma conviction est donc qu'il faut être désormais aussi très pédagogique sur les conséquences à très court terme du changement climatique, territoire par territoire. Pas uniquement pour essayer de gagner des arbitrages pour l'environnement, et mon passage au ministère de l'Environnement m'a rappelé à quel point c'était difficile de gagner des arbitrages sur l'environnement, mais tout simplement pour passer à l'acte, à la préparation, à l'adaptation des populations, des territoires, du cadre de vie au changement climatique. Parce qu'au final, c'est bien de cela qu'il s'agit. La planète, elle, sera encore là dans des millions d'années. Par contre, les conditions de vie et les conditions de société sont impactées très fortement par le changement climatique, et il faut aujourd'hui ajouter dans le discours la nécessaire adaptation à court et moyen terme au changement climatique si l'on veut être responsable et sincère. Je vais maintenant parler de handicap, de situation de handicap et d'accessibilité.
J'ai enseigné pendant 5 ans à l'école des ponts l'accessibilité du cadre bâti, de l'espace public aux différentes situations de handicap. En m'appuyant bien sûr sur l'esprit de la loi du 11 février 2005. Non pas ces textes d'application parce que c'est pas forcément le nombre de centimètres qui fait changer de paradigme, mais vraiment l'esprit de cette loi qui aujourd'hui s'est malheureusement dissolu dans des manques de conviction, là encore, des dirigeants politiques récents. Mais l'esprit de la loi reste le bon. Et je voudrais partager avec vous quelque chose de très simple que vous pouvez retenir avant de retenir ce qui doit faire l'accessibilité exacte pour chaque situation de handicap. Tout simplement, si dans une ville, si dans une réunion, si dans une conférence, si dans un spectacle, vous ne voyez pas de personne qui est en situation de handicap, visible donc, parce que c'est la partie immergée de l'iceberg, ça n'est pas que les personnes en situation de handicap n'existent pas, c'est qu'elles n'ont pas eu accès à cette ville, à cette réunion, à ce spectacle, à cette plage. Si vous ne voyez pas de personnes en situation de handicap sur une plage, c'est que la plage ne leur a pas été rendue accessible, que les transports pour aller à la plage ne leur a pas été rendus accessibles, que les logements des villes autour de cette plage ne leur ont pas été rendus accessibles. Vous pouvez faire la démonstration par contraposer. Tout simplement, vous allez à Barcelone, vous allez dans certaines plages du sud de la France qui sont rendues accessibles, dans des lieux qui sont rendus accessibles, vous voyez des personnes en situation de handicap visibles. Donc quand vous n'en voyez pas, c'est que l'environnement les exclut. Voilà, c'est l'enseignement en 1 minute que je vous invite à retenir sur l'accessibilité de la mer. Et en fait l'accessibilité tout court de la société. Deuxièmement, pourquoi est-ce un problème? Alors déjà c'est un problème parce que on pense des choses fausses, on pense qu'elles ne sont pas là parce qu'elles n'existent pas. Non, c'est pas vrai, elles ne sont pas là parce qu'elles sont coincées dans un endroit qui ne leur est pas accessible. Bon, donc il y a un petit côté moral, voilà. C'est d'autant plus moral que ça peut nous arriver à tous, puisque ce sont les accidents de la vie, les maladies de la vie, qui font émerger ces situations de handicap. Mais pourquoi c'est embêtant? Parce que la diversité, et que ce soit une diversité en termes de personnes en situation de handicap, une diversité de genre, une diversité d'origine sociale, de culture, etc., cette diversité, elle est indispensable dans une société, et alors que ce soit une société au sens la France ou la Bretagne, ou dans une société au sens entreprise, qui doit faire du profit. Et voilà, c'est une diversité qui est indispensable pour répondre aux crises et s'adapter au changement. Personnellement, mon expérience du Covid est que très clairement, les collectifs que je fréquentais, dans lesquels il y avait une diversité de profils et une diversité de vécus, ont été beaucoup plus à même de s'adapter à ce changement de vie radical, rapide, d'être imaginatif pour trouver des solutions, de rebondir sur les idées des uns et des autres. Voilà pourquoi il est indispensable, dans toute société, d'avoir une diversité, et voilà pourquoi il est indispensable que les personnes en situation de handicap ne soient pas coincées dans un endroit. Et vous avez un critère très simple pour le savoir et pour savoir si vous devez passer à l'action et au militantisme, c'est est-ce que vous en voyez dans votre vie de tous les jours. Si ça n'est pas le cas, vous pouvez passer à l'action. Dernier partage très rapide sur le handicap et les situations de handicap. Dans un de mes précédents employeurs, donc le groupe La Poste, le taux d'embauche de personnes en situation de handicap est de 7%, donc au-delà du quota légal. Et on continue d'embaucher des personnes en situation de handicap. Tout simplement parce que plus on embauche de personnes en situation de handicap, plus on se rend compte justement de la richesse que ce type-là de diversité, au même titre que les autres types de diversité, apporte à l'entreprise. Et je l'ai touché du doigt de manière très opérationnelle également, puisque sur le terrain, il y a un modèle social très fort à La Poste.
On ne dit pas au revoir aux gens quand ils ont des accidents de la vie. On les accompagne, c'est dans la culture de l'entreprise. Et on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour les garder en situation d'emploi. Cela veut dire qu'on adapte les postes. Et que effectivement les affectations de poste prennent aussi le plus en compte possible les restrictions de chacun de nos employés. J'ai moi-même embauché 2 personnes en situation de handicap auditif. Nous avions principalement des personnes en situation de handicap moteur sur le centre opérationnel où je travaillais. Il m'a semblé indispensable d'accueillir tous les types de handicap et donc de rendre accessibles les réunions, les vidéos, les entretiens, toutes les communications écrites, etc. De l'entreprise pour ces agents-là. Et ça sert à beaucoup de monde. Je ne vous fais pas le topo. Pour, on va dire, une dizaine de pourcents de personnes en situation de handicap, dont une faible minorité sont des handicaps visibles, les autres sont des handicaps invisibles mais ont tout de même besoin d'accessibilité, eh bien pour ces 10%-là, vous avez 30% de personnes qui sont en situation de handicap temporaire, occasionnel. Ça peut être une insuffisance respiratoire, par exemple. Ça peut être un lumbago. Voilà. Ces personnes-là ont aussi besoin d'une accessibilité à un moment temporaire. Et donc tout ce que l'on fait pour la diversité, pour l'accessibilité, va rendre la vie incroyablement plus facile pour 30% de la population à un instant T. 30% de la population, ça veut dire que dans chaque foyer, il y a une personne directement concernée.